Allez, on se met en situation. Un enfant arrive aux urgences, il a de la fièvre, il est couvert de boutons. Est-ce que c'est une petite virose de rien du tout ou est-ce que c'est le début de quelque chose de bien plus grave? C'est tout l'enjeu de cette mise au point, décortiquer ensemble la démarche diagnostique face à un exanthème fébrile. C'est un savoir-faire absolument essentiel pour l'EDN. Face à ce cas clinique ultra classique, quel est le tout premier réflexe à avoir? Attention, le piège, c'est de vouloir tout de suite coller un nom de maladie dessus. Non. La toute première étape la plus importante, c'est d'abord de prendre du recul, d'observer et de savoir décrire précisément, sémiologiquement, cette éruption. Bon, avant toute chose, de quoi parle-t-on exactement? Un exanthème, c'est une éruption qui apparaît brutalement et qui ne dure pas. C'est un terme un peu fourre-tout en fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'immense majorité des cas, il y a deux grandes familles de causes derrière tout ça. Primo, les infections, surtout virales chez les enfants, et secondo, les médicaments. Ok, maintenant qu'on a la définition, comment on s'y prend en pratique? Eh bien, tout, absolument tout, part de la sémiologie. C'est en reconnaissant le type d'éruption qu'on va pouvoir commencer à construire un raisonnement étiologique qui tient la route. Alors là, c'est la diapo à connaître par cœur. Il y a 3 grands tableaux à avoir en tête. D'abord, le roséoliforme. Ce sont des petites taches roses, discrètes, bien séparées les unes des autres. Ensuite, on a le morbilliforme, qui, comme son nom l'indique, ressemble à la rougeole. Là, ce sont des maculopapules bien rouges qui ont tendance à confluer, à se rejoindre, mais, et c'est le détail qui tue, en laissant toujours des zones de peau saine. Et enfin, le scarlatiniforme, là, c'est tout l'inverse. Ce sont de grandes nappes rouges sans le moindre intervalle de peau saine. Et quand on touche, on a cette sensation typique de papier de verre, c'est granuleux. Bon, on a nos 3 types. Plongeons maintenant dans le premier. L'exanthème roséoliforme, en commençant par le cas le plus classique qu'on puisse imaginer chez un tout petit. Face à un exanthème roséoliforme, le contexte et surtout l'âge changent radicalement la donne. Chez le nourrisson, le réflexe immédiat, c'est de penser à la roséole, l'exanthème subit. Le tableau est caricatural. 3 jours de grosse fièvre et au moment où la fièvre tombe, l'éruption apparaît. Mais, attention, chez l'adulte, on oublie ce diagnostic. Le raisonnement doit être tout autre. Et il faut systématiquement allumer les warnings pour 2 diagnostics majeurs, la primo-infection par le VIH et la syphilis secondaire. Allez, on passe au deuxième type, le morbilliforme. Et là, on entre dans le dur avec des maladies infectieuses qui sont des grands classiques, des incontournables à maîtriser parfaitement pour le concours. Cette comparaison, elle est vraiment au cœur du sujet. Pour distinguer ces pathologies, il faut chercher les signes qui font la différence. Pour la rougeole, le signe quasi-pathognomonique, c'est le signe de Koplik. Ces petits points blancs sur la face interne des joues, avec en plus un patient qui a le nez qui coule et les yeux rouges. Rien à voir avec le mégalérythème à parvovirus B19, où le signe d'appel, c'est cet aspect de joue giflée. Et puis il y a la MNI à EBV, où l'éruption s'inscrit dans un tableau plus général avec une angine, une énorme fatigue et des ganglions partout. Faisons un petit zoom sur le parvovirus B19, parce que sa clinique est très imagée, très visuelle. Tout commence souvent par cet aspect de joue soufflétée. Ensuite, l'éruption peut descendre sur le tronc en formant des dessins qui rappellent des guirlandes. Et parfois, on peut aussi trouver cet érythème très particulier qui s'arrête net aux poignets et aux chevilles, le fameux syndrome gants et chaussettes. Ce sont des images cliniques aggravées dans sa mémoire. Attention, voilà un point qui tombe tout le temps et qui est super important en pratique. Le fameux rash à l'amoxicilline chez un patient qui a une mononucléose. Ça arrive dans plus de 90% des cas. Ce n'est pas une toxidermie et surtout ce n'est pas une allergie vraie à la pénicilline. Il ne faut donc surtout pas coller une étiquette d'allergique à vie aux patients. On arrive au 3e et dernier type, le scarlatiniforme. On le reconnaît à cet érythème diffus, rouge vif, granulé au toucher, sans aucun intervalle de peau saine. Et une caractéristique très importante, c'est qu'il est souvent plus marqué dans les plis, comme sous les bras ou à l'aine. C'est ce qu'on appelle le signe de Pastia. Face à cet aspect, il faut raisonner en 2 grands cadres. D'un côté, on a les maladies dues à des toxines bactériennes, la scarlatine, liée au streptocoque A, et l'épidermolyse staphylococcique. Et de l'autre côté, on a une pathologie qui n'a rien à voir, une vascularite inflammatoire, le syndrome de Kawasaki. Et celui-là, c'est une urgence pédiatrique absolue parce que le risque, c'est l'atteinte des artères du cœur avec des anévrismes coronaires. Un réflexe essentiel, toujours regarder dans la bouche du patient. L'énanthème, l'atteinte des muqueuses, est une mine d'or d'informations. Dans la scarlatine, l'évolution de la langue est très typique.
D'abord, elle est recouverte d'un enduit blanc, puis elle se nettoie pour devenir rouge vif avec des papilles bien visibles. C'est cet aspect de langue framboisée, un signe clinique majeur qui oriente très fort vers le streptocoque. Bon, on a vu la sémiologie, on a vu les étiologies, mais il y a un élément qui prime sur tout ça, le terrain. Le même exanthème n'aura pas du tout la même signification ou la même gravité selon l'âge, s'il y a une grossesse en cours ou un traitement récent. Le contexte du patient, c'est la clé de voûte du diagnostic. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à un exanthème chez un adulte, il y a une sainte trinité de diagnostics à évoquer systématiquement. Primo-infection VIH, syphilis secondaire et toxidermie médicamenteuse. Et chez la femme enceinte, le prisme de lecture est complètement différent. Là, l'inquiétude n'est pas tant pour la mère que pour le fœtus, avec le risque de complications liées à la rubéole, au parvovirus, à la toxo ou à la syphilis. Ok, on change complètement de registre, on quitte le monde des exanthèmes aigus pour entrer dans une autre dimension, celle de l'urgence dermatologique vitale, on va parler de l'érythrodermie, et là la reconnaissance rapide des signes est une question de survie. Plus de 90%, retenez bien ce chiffre, c'est le seuil qui fait basculer un patient dans la catégorie érythrodermie. Et ce n'est pas juste un chiffre arbitraire. Ça signifie que l'organe le plus étendu du corps, la peau, est en état de défaillance quasi complète, ce qui déclenche une réaction inflammatoire systémique massive. Attention, il ne suffit pas d'être rouge partout pour être érythrodermique. La définition est très précise. Il faut 1. Une atteinte de plus de 90% de la surface du corps, 2. Une desquamation, la peau pèle, et 3. Un caractère chronique, ça évolue depuis plus de 6 semaines. C'est pour ça qu'on parle d'un syndrome, c'est un mode de réaction de la peau, pas une maladie en soi. Et les causes alors? Comme souvent, le raisonnement est différent chez l'adulte et chez l'enfant. Chez l'adulte, les causes les plus fréquentes sont des poussées de maladies de peau préexistantes, comme un psoriasis ou un eczéma, mais aussi des toxidermies très graves comme le DRESS ou des cancers de la peau comme le syndrome de Sézary. Chez l'enfant, on pense d'abord à la dermatite atopique, mais il faut aussi savoir évoquer des maladies génétiques. Mais concrètement, pourquoi c'est si grave? Il faut imaginer la peau comme une barrière protectrice. Si cette barrière est rompue sur 90% de la surface, tout se dérègle. Il y a des fuites massives d'eau, de protéines, d'électrolytes. Le corps ne peut plus réguler sa température. Et c'est une porte d'entrée géante pour les infections. C'est une véritable situation de réanimation qui impose une hospitalisation immédiate. Allez, pour finir, on synthétise tout ça. Quels sont les réflexes à avoir, le plan de match à dérouler systématiquement face à une éruption cutanée fébrile? Un point essentiel pour la pratique et pour les dossiers, les examens complémentaires. Et là encore, c'est 2 poids, 2 mesures. Chez un enfant en pleine forme, avec un exanthème viral typique, la règle, c'est de ne pas faire d'examen, ça ne sert à rien. À l'inverse, chez l'adulte, prudence maximale. On sort d'emblée le bilan large avec un FS, bilan hépatique et les sérologies VIH, syphilis et MNI. L'enjeu est de ne pas passer à côté d'une pathologie grave. Donc, si on devait résumer toute la démarche en 4 points clés, ce serait ça. C'est votre checklist mentale. Étape 1, je décris la sémiologie. Étape 2, je cherche les signes en dehors de la peau, dans la bouche, les ganglions. Étape 3, j'analyse le terrain. Et enfin, étape 4, je recherche activement les drapeaux rouges qui signalent une urgence. Et pour finir, une question pour aller plus loin. Au-delà de l'aspect des lésions cutanées, quel est le signe d'accompagnement qui doit faire tout arrêter et changer complètement la prise en charge? Une fièvre qui dure depuis plus de 5 jours et qui fait suspecter un Kawasaki? Des signes de choc, une peau rouge à plus de 90%. C'est ça, le cœur du raisonnement clinique. Savoir hiérarchiser et identifier le signal d'alarme qui, à lui seul, change toute la donne et fait la différence entre un retour à la maison et une hospitalisation en urgence.